Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, très gros morceau puisque je vais vous parler d'un film qui m'a marqué au premier visionnage et que je revois ici pour l'occasion, sorti en l'an 2000 ou 2001 en France, Requiem for a Dream, le second long métrage de Darren Aronofsky. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il sort bientôt The Whale et il faudra aussi que je revienne sur son Mother afin d'être complet sur le monsieur. Et oui, c'est le premier Aronofsky que j'ai vu à l'époque, avec au casting dans les rôles principaux Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly ou encore Marlon Wayans. C'est aussi des présences secondaires de Christopher McDonald, de Marcia Jean Kurtz, Mark Margolis qui était déjà là dans Pi, ainsi que Keith David aussi que j'apprécie pas mal et qui a un tout petit rôle. Il y a Dylan Baker aussi qui apparaît vers la fin dans le rôle d'un médecin. Et donc c'est un film très dramatique, très particulier, sombre, choquant d'une certaine manière, que j'avais découvert, les petites anecdotes personnelles, un soir du 31, il y a plus de 10 ans, ça c'est sûr, 10-15 ans, où un projet de réveillon était tombé à l'eau, quelques prises de tête et tout, et je me suis fait donc mon petit truc à part, en lançant ce film, sans trop savoir pourquoi. Mon cerveau m'a joué des tours quand même en prenant cette décision, et tant et si bien que j'ai fait un petit bad. Alors évidemment, toute proportion gardée, j'ai passé une mauvaise soirée tout simplement, et une mauvaise nuit derrière, et pour cause, parce que c'est un film qu'il faut voir dans des conditions particulières. En soi d'ailleurs, j'avais pas choisi un moment si hasardeux que cela. Donc on va suivre le destin croisé, parallèle ou pas, de 4 personnes qui sont dans le même entourage, dans un quartier de New York. Nous avons Harry, le fils, la mère, Sarah, la petite amie d'Harry, qui s'appelle Marion, et le pote de Harry, Tyrone, qui vont subir clairement une descente aux enfers tout au long du métrage. Avec nos 3 jeunes qui sont addicts à la drogue, l'héroïne, qui ont ce rêve, cette ambition de devenir riches, d'avoir de l'argent facile, pour que la petite amie donc, de Harry, Marion, puisse ouvrir son magasin de styliste, etc. Et rendre aussi, tant qu'à y être, leurs parents fiers, puisqu'ils seraient riches, ils auraient réussi dans cette Amérique-là. On va y revenir sur ce point. Et la mère, donc Sarah, qui, elle, est seule, campée devant son poste de télévision, un peu hypnotisée par celui-ci, et qui, un beau jour, voit potentiellement son rêve se réaliser quand elle reçoit une invitation pour passer à la télé. Et pour ce faire, elle va à tout prix vouloir rentrer dans une magnifique robe rouge et faire un régime pour cela, sauf que elle doit prendre des médicaments prescrits par son médecin, et ça va la faire rentrer dans une autre addiction de la télé et de ce potentiel chemin vers la gloire, des amphétamines grosso modo, qui vont la rendre un petit peu folle. Et donc, plus on avance dans le film, celui-ci est chapitré par saison. Commence l'été, puis après vient la chute, fall, l'automne et l'hiver, où forcément, oui, forcément ça ne va pas forcément bien se terminer, pour les 4 d'ailleurs. Pas de spoil là-dessus, mais je n'explique pas en quoi, du coup, la descente finale s'effectue. Et donc, évidemment, j'avais été ultra marqué la première fois, j'ai mis donc plus de 10 ans à le revoir, et c'est un film, d'ailleurs je comprends sur le papier qu'on puisse autant l'adorer, le sublimer, que le détester et le rejeter. Parce qu'il y a un a priori total ici, qui s'assume à 100%, et bien sûr le malaise se fait, mais c'est voulu. Je dois l'avouer, c'est un grand film, en soi, par rapport à l'approche, à la posture derrière, même si c'est poseur par moment, mais bon, c'est Aronofsky. Le propos est dur, malfaisant, mais c'est ce qui est voulu, et ça fonctionne. Tu ressors de là avec des frissons, t'es pas forcément bien. Cette vidéo, je la fais à peine un quart d'heure après le visionnage, je me suis dit, je me lance maintenant, parce que sinon, ça va être compliqué. Et bien sûr, c'est un film sur le rêve qui se transforme en cauchemar, donc le requiem du rêve, mais il y a aussi cette caution sociale, qui pour moi n'est pas assez soulignée quand on parle de ce film-là. Bien sûr, tout l'aspect visuel, la drogue, le montage épileptique pour bien montrer donc ces moments d'hallucination, paradis artificiel et tout. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, ni sur la technique utilisée, forcément, beaucoup de cuts, des moments un peu à la Trainspotting, si on veut, on peut faire ce parallèle, des utilisations de caméra point de vue, avec comme ça,
les caméras qui sont un peu en perdition, avec attaché à un harnais, bon, c'est connu, des fisheye, des montages parallèles. Il y a un split screen au début notamment, et puis il y en a d'autres, hein, mais très intéressant, où on voit justement que deux personnages sont très opposés, qui est l'ennemi au final. Bon, justement, la mère et le fils notamment, c'est assez déchirant dès le début, puisqu'on sent qu'ils s'aiment, mais en même temps, pour la mère, le fils est devenu un adversaire en soi, parce qu'il est tombé, enfin il tombe, bref. Puis le frigo, après, sera son ennemi aussi. Bon, là, il y a plein de petits trucs. Alors, sur ce point-là, je vous renvoie à d'autres analyses et tout. Moi, c'est plutôt donc l'aspect sociétal américain qui m'intéresse ici, parce que je suis passionné par l'histoire de l'Amérique en soi. Hein. La représentation de celle-ci à travers le cinéma, c'est un sujet qui me fascine pas mal. Et là, on est en plein dedans. Requiem for a Dream, c'est aussi a Requiem for an American Dream. Alors c'est pas forcément frontal, mais c'est là quand même. Déjà cette mère donc qui est finie seule parce que le mari est plus là, le père, probablement mort, je sais pas, bon, parti, bon, j'ai un doute là-dessus. Et donc le fils vide ses propres ailes et c'est pas terrible, mais elle est ici maintenant biberonnée par cette télé et ce rêve d'être utile encore à quelque chose et peut-être de se mettre en avant. Et on voit cette émission là, qui est une sorte de télé-shopping, grosse pub géante, hein, avec Christopher McDonald, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit pas spécialement dans des grands rôles en soi, hein, mais il a une présence, et elle est complètement là, bam bam, comme ça, fascinée, et c'est violent, quoi. C'est cet aspect de l'Amérique là qui nourrit les gens de strass et paillettes, comme ça, et ça la fait tomber de toute façon directement dans une forme d'apathie, avant même que, après, justement, c'est ça qui va l'amener vers la drogue indirectement, hein, parce que c'est pas ce qu'elle veut à la base. C'est cette descente aux enfers qui commence par là. Donc le système télévisuel, les médias qui, comme ça, et qui la plonge dans sa solitude terrible. D'ailleurs, tout l'axe autour de la mère, avec une extraordinaire Ellen Burstyn, qui aurait peut-être mérité l'Oscar cette année-là, c'est déchirant, parce que, oui, cette solitude, à un moment, il y a une scène vers le milieu fin, où elle le dit à son fils, et elle pleure, et pour moi ça me fait verser des larmes. C'est peut-être le seul moment d'ailleurs où j'ai un petit peu pleuré dans le film. Bon bref. Et après, donc cet aspect aussi du rêve américain, lol, qu'on veut vivre à travers donc, la drogue et l'illégalité, mais aussi on voit à côté que les marginaux, donc ils deviennent des laissés pour compte, pour l'occasion, sont pas forcément bien traités, que ce soit par le système médical, policier, etc. Et c'est terrible à la fin, donc quand ils sont... deux personnages d'ailleurs dans un hôpital, etc. Ouais, c'est assez violent quand même, je trouve, aussi. Donc l'hypocrisie de l'Amérique qui a peut-être créé ces monstres-là, mais après, une fois que les monstres sont à leur charge, enfin, à sa charge, l'Amérique, eh bien, ils sont quand même pas bien pris en compte et pris en charge. Donc ça, ça met le doigt dessus pas mal de fois. Puis à la prostitution aussi, évidemment. Bref, c'est glauquissime. Mais ça va tellement loin que je peux comprendre qu'on déteste au final hein, l'approche, parce qu'à un moment, c'est vrai que c'est presque too much. Mais c'est nécessaire que ce soit too much, vu l'ambiance posée là, parce que ça s'assume ainsi. Donc oui, c'est un très bon film, qu'il n'est pas forcément évident d'aimer, parce que je ne sais pas si j'aime le film. Je ne sais pas si je le reverrai un jour, maintenant que je l'ai revu. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui marque, et c'est ça qu'on attend aussi du cinéma, que ça te désarçonne et que ça te laisse parfois dans un malaise absolu, c'est le cas ici. Renforcé évidemment par la musique de Clint Mansell et du Quartet Chronos. Hein. Alors le problème c'est que le thème principal a tellement été réutilisé par la suite ad nauseam. D'ailleurs je ne l'ai même pas mis en fond, parce que j'aurais pu mettre ça en fond musical et tout, mais non. Hein. Ça a un petit peu dénaturé justement cette musique-là qui est très à propos et qui est marquante dans ce film. Mais bon, forcément, beaucoup de gens qui regardent le film et découvrent ce film aujourd'hui, ah tiens, cette musique, je la connaissais déjà. Et oui, évidemment. Mais bref, voilà, on pourrait y passer des heures hein, sur ce film-là, parce que c'est d'une violence absolue. Le final est marquant, là j'en ai pour quelques heures avant de le sortir de ma tête. Montage parallèle pour les 4 personnages qui vraiment vont au plus bas. Mais c'est aussi un brûlot nécessaire à voir au moins une fois dans sa vie, à apprécier ou non, parce que c'est du cinéma total, qui va au bout des choses. Même si la fin, on a toute fin à la rigueur. Mais bon, l'illusion, comme seul échappatoire à cette terrible réalité peut-être aussi.
Voilà, c'était donc ma petite bafouille sur Requiem for a Dream. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça divise notamment. Hein. Donc je veux vous voir vous écharper, mais gentiment évidemment, en commentaire sur celui-ci. On échange en toute bienveillance et avec passion, comme d'habitude. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.